Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode, un rencontre avec, et aujourd'hui on rencontre la brasserie Iron, puisque je suis accompagné entre autres de David, donc fondateur et homme à tout faire de la brasserie, on peut dire ça, je pense. Oui, c'est ça. Salut à tous. Et je suis avec Yanis, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai peur de me tromper sur les prénoms, c'est vrai. Pas de souci. Voilà. Donc, Salut à tous. Toi, à la brasserie, du coup, tu fais quoi? T'assistes David Ouais, on va dire opérateur de brasserie, ouais. Je Ouais. suis opérateur de brasserie, je l'aide aussi un peu à tout faire, sauf le côté administratif. Moi, je suis plutôt sur la prod. Je comprends. Si on peut éviter l'administratif, c'est quand même... C'est pas mal, ouais. C'est bien. Ouais. Je confirme. On va commencer directement par te présenter, David. Qui es-tu? Ok. Ouais, non, ça commence avec une question très simple, mais très vague. Moi, j'ai 29 ans, du coup. Ça fait 5 ans que j'ai monté la brasserie Iron. Et grosso modo, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle avant de monter la brasserie. Ça a vraiment été la première grosse expérience pro que j'ai eue dans ma vie, parce que je l'ai montée, j'avais 24 ans. Voilà. Je sais pas trop, on est de Montauban. Voilà, je sais pas trop ce que tu veux savoir. C'est donc ça, l'accent chantant. Ouais, l'accent est assez important. Comment t'en es arrivé à découvrir la bière craft? Je pense un peu comme... je vais faire la même réponse que beaucoup de gens t'ont faite, c'est que on s'est mis à goûter j'allais dire les nouvelles crafts, mais même pas tout à fait les nouvelles crafts qui arrivaient sur le marché au début des années 2000, c'est-à-dire la Punk IPA, Brooklyn, des brasseries émergentes qui ont commencé à faire quelques formes d'IPA avec du houblonnage à froid. Et effectivement, quand on commence à boire ce genre de bière, on se dit waouh, en fait, c'est autre chose la bière, ça peut être autre chose, quoi. Ouais. Et du coup, petit à petit, on y glisse, quoi. Ouais. Ouais, on y glisse assez facilement. Ouais. Facilement. Ouais, c'est le parcours assez classique au final, je pense, peut-être particulièrement des gens de notre génération, on a à peu près le même âge, donc du coup, ouais, c'est pareil, on découvre la punk qui nous fait dire qu'il n'y a pas que la bière belge dans la vie et qu'on peut découvrir d'autres choses. Elle revient souvent à la punk, ouais. Ouais, c'est marrant, c'est un peu la clé qui a permis la transition de pas mal de gens. Ouais, je suis d'accord. Au final, même si maintenant c'est un gros truc à part, Brewdog, ça reste la clé d'entrée dans la craft pour pas mal de gens qui s'y sont mis il y a peut-être 7-8 ans, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre encore à cette époque-là. Non, clairement, au début des années 2000, au niveau craft, c'était très très limité. Enfin, c'est arrivé. En fait, c'est arrivé très vite. Ouais. Plus que ça, je dirais même qu'aussi c'est Brewdog dans la démarche de partager ses recettes. Ça a permis à plein de brasseurs amateurs de faire des clones de Punk IPA, de faire des clones de tout un tas de leurs bières, et de s'entraîner un peu comme ça, et ensuite d'aller pousser les recettes et le houblon plus loin. Ça a créé des vocations de brasseurs amateurs. T'as été brasseur amateur, toi, David, avant de lancer la brasserie ou... Oui, pendant 3 ans, 3 bonnes années, de 2013 à 2016. On a passé un 25 litres. Communauté de brasseurs amateurs, de laquelle il y avait Pierrot, Romain, et puis ces gens-là, plusieurs personnes qui aujourd'hui ont monté des brasseries, ont été brasseurs amateurs à la même époque. Ouais. Après, la question classique qui revient après ça, du coup, c'est quoi le déclic qui fait qu'on passe de brasser dans sa cuisine à monter une brasserie artisanale, mais de gros volume. Enfin, de gros volume par rapport à ta cuisine. Oui, au début, on a fait x20, puis après, on a refait x5. En l'occurrence, c'est des parcours assez classiques aussi, dans le sens où professionnellement, j'avais 24 ans, je dirais pas que j'étais dans le flou, mais j'avais rien qui me passionnait suffisamment professionnellement pour me faire avoir envie de faire une carrière dans une branche en particulier. Et par contre, j'avais une passion qui se développait au niveau de la bière, même un brassage amateur. Et l'occasion s'est présentée à un moment d'essayer d'en faire en tout cas mon métier. On m'a prêté un local en plus, donc, qui n'était pas très grand, mais qui
qui m'a permis d'essayer, en tout cas, sur une brasserie 5 hectos, de faire quelque chose. Sur une brasserie 5 hectos assez classique et assez cheap au début, mais voilà, au moins j'ai pu essayer de commencer à faire quelque chose. Voilà, c'est que c'est parti là. Et maintenant, tu es sur quoi comme matos? Quelle capacité de salle de brassage, c'est quoi? On passe sur 20 là, 20 hectos, exactement, en salle de brassage. Les fermenteurs, ils font 30 et quelques. Et une capacité de prod annuelle de 2000, grosso modo. 2000, ouais. C'est quelque chose que tu atteins ou c'est la capacité max? C'est... Ou les deux. Hein. ni l'un ni l'autre. La capacité max se situe dans les 2005 et c'est c'est un volume qu'on aimerait bien atteindre plutôt en 2021. En 2020, je pense pas qu'on les fasse ou pas loin. Quoi. En 2022, pardon. Ouais. On y est en 2020, t'as fait quoi? On arrive à 1000 hectos. 1000 hectos ouais. Okay. Là, cette année, on va faire entre 1000 et 2000. Et l'année prochaine, si on pouvait atteindre plus de 2000, ça serait pas mal. Voilà. Pourquoi la brasserie s'appelle Iron? Est-ce que c'est parce que t'aimes écouter beaucoup de métal en brassant? Ah oui, il y a tout un tas de choses forcément comme ça. Tout un tas de choses ou pas grand chose en vrai, parce qu'en vrai, je vais te décevoir en te disant qu'il n'y a pas une raison. Il n'y a pas vraiment une raison. C'est aussi un nom qui sonne pas mal et qui me résonnait bien pour ce genre de raison, par exemple, parce que effectivement j'aime écouter du métal et pour d'autres petites choses comme ça, mais voilà, pas une raison fondamentale. Je pourrais pas te faire un discours sur le fait que Iron c'est ça. Moi j'étais retombé là en faisant un peu mes préparatifs sur une vidéo d'une bière et j'y vais où tu l'avais peut-être croisé au Beer Love Festival de Montpellier. À Montpellier, ouais. Où tu disais que c'est pour toi aussi moyen d'avoir un nom facile à retenir, catchy, qui marche en anglais aussi, si jamais il faut s'exporter. Donc, Oui, clairement. Enfin, je répète toujours cette même histoire où je lui dis que jamais je me serais appelé la Monte Albanaise. Voilà, c'était vraiment tout sauf ça. Enfin, on s'est monté en même temps que des collègues et que je respecte d'ailleurs par ailleurs, qui ont appelé la brasserie La Garonnette. Et quand je les voyais, je me dis toujours... c'est cool parce qu'ils ont fait un démarrage beaucoup plus rapide que le mien, parce qu'effectivement la Garonnette très rapidement un public local en fait, très rapidement, mais après très rapidement aussi ça limite, ça limite dès qu'on veut aller hors de Toulouse. T'es un peu restreint oui, c'est ça. Donc marché local. Ça me dérangeait d'avoir cette restriction par le nom. Donc effectivement, dans la réflexion du nom, il y avait ce critère-là de ne pas se réduire par le nom, et notamment de ne pas se réduire au potentiel export. Voilà. Oui. Là, maintenant, en 2021, sur ta production, t'exportes ou Assez peu. Aussi, peu, on fait un peu, mais principalement en Europe. Mais ça représente moins de 5% des ventes, donc ça reste occasionnel. Voilà, okay. Vraiment, quand on a une demande très occasionnelle, mais ça reste pas fort. Voilà. Dans les bières que tu brasses, t'as un petit peu de tous les styles, même si... tu fais pas forcément la course au houblon qu'on voit partout. Tu as quand même quelques IPA et double IPA dans ta gamme, mais tu as des styles très variés, notamment des styles qu'on voit pas forcément partout. Tu fais de la sour IPA, tu as pas mal de bières acides, tu fais des bons gros Imperial Stout, tu fais de la barriquée, tu fais de la bière sauvage. Et tu t'es quand même fait aussi pas mal connaître autour par la sphère Beer Geek en 2018, si je dis pas de bêtises, avec une bière au cassoulet. Oui, c'est vrai, hélas. Non. C'est quelque chose qui... Non, c'est parce que non pas que je le regrette, loin de là, c'était une très bonne expérience, et d'ailleurs la bière était plutôt réussie, je trouve. Mais je trouve ça dommage qu'on ne retienne que pour ça. Ouais. Il n'y a pas eu que le cassoulet. Non, bien sûr. Il y a eu la bière au Schtroumpf. Non, mais en fait, ce que je veux aussi dire par là, c'est quoi, t'es un peu connu pour, en tout cas dans la sphère Beer Geek française, pour les ingrédients. Pour tes bières un peu aux recettes un peu originales. Donc des fois, on va dans l'extrême, comme là, on le citait. Après, des fois, il y a peut-être des choses qui paraissent aussi plus originales tout en étant travaillées. T'as fait récemment, pas si récemment que ça, mais t'avais la Black Berliner Weiss au tabac. Donc, pareil, c'est pas forcément un ingrédient qui est ultra travaillé, pourtant... Oui, bien sûr, on cherche des ingrédients qui ne sont pas souvent travaillés. Enfin, non pas qu'on va chercher spécialement des ingrédients qui ne sont pas souvent travaillés pour chercher l'originalité, mais parfois il y a des ingrédients qui ne sont pas travaillés et on pense qu'ils pourraient l'être d'une belle façon. Ouais. Donc, quand on se trouve face à une situation où on trouve qu'il y a un ingrédient, on essaie de les travailler d'une façon à l'intégrer dans un style qui nous va bien. En fait. Et dans les dernières créations,
Il y a la Sour IPA citron, aneth, saumon fumé. Oui, saumon fumé. Ouais, je voulais chercher comment tourner ma question, mais j'ai pas trouvé d'autres questions que pourquoi. Pourquoi ? Répondre à cette question, c'est plutôt simple, parce que saumon, aneth, l'accord est évident. En fait, je veux dire, l'accord est très simple et connu et évident. Et en l'occurrence, quand on crée les recettes, on s'inspire beaucoup de la cuisine, du monde culinaire, et cette recette, ça rentre totalement dans cette inspiration du monde culinaire. Beaucoup de gens nous disaient, et nous on le pensait aussi, qu'on pouvait boire notre Sour IPA citron aneth qu'on fait depuis quelques années maintenant, et qu'à chaque fois il fallait qu'on la boive avec du saumon parce que ça allait très bien ensemble. Tout. Et effectivement, il y avait un pairing qui était vraiment intéressant là-dessus. Et donc, là, en l'occurrence, c'était de faire rentrer le pairing dans la canette. Enfin, voilà. C'était un peu à la fois le défi, quand même, malgré tout, et aussi un peu le délire qu'on avait, parce que de temps en temps, on s'amuse un peu. Enfin, voilà. Il y avait aussi quelque chose comme ça. Oui, donc derrière ce qui peut paraître aux yeux de la plupart comme une création, on va dire, un peu pour faire le buzz, au final, il y a quand même une vraie recherche, une démarche culinaire, au final. Ouais, bien sûr, un petit peu, oui. Enfin, je veux dire, ça serait un peu dérangeant de notre part de vouloir faire le buzz pour faire le buzz. C'est-à-dire, bien sûr, oui. Enfin, il y a toujours... bien sûr, on ne cache pas que cette bière, on savait à la base qu'elle allait faire du buzz. Enfin, je veux dire, on ne peut pas nier qu'on a fait ça aussi. Bien, quand on sort une bière au saumon, ça va faire parler. Ça va faire parler, et c'est aussi, entre autres, bien sûr, la raison pour laquelle on fait ça. Mais on ne le fait jamais, on sortira une bière pour faire le buzz n'importe comment. Enfin, je veux dire, il faut que ça reste travaillé dans une optique toujours la même optique, le travail, l'équilibre, voilà, rien de particulier. Toutes les brasseries diront pareil, qui travaillent l'équilibre, etc. Et comment on travaille l'équilibre sur une bière justement comme ça qui est travaillée par personne et sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de recul? T'as fait des essais en homebrew avant, tu te bases sur tes expériences précédentes, ça? En vrai, ça arrive souvent parce qu'on travaille quand même pas mal d'ingrédients qui n'ont jamais été travaillés. Et puis même sur les ingrédients qui ont déjà été travaillés par d'autres brasseries, les autres brasseries ne nous disent pas forcément... Enfin, je veux dire, on part de zéro sur les ingrédients qu'on connaît, donc il faut à chaque fois qu'on retravaille les recettes. Et en l'occurrence, on n'a pas du tout le temps à la brasserie de travailler sur des homebrew, donc c'est toujours des one-shots. En fait, des one-shots, on y va directement sur des volumes entre 10 et 30. Fait, souvent, quand c'est très ambitieux et très risqué comme ça, on fait entre 10 et 15 hectos pour éviter de trop se rater. Ouais, tu minimises le risque. Voilà, ouais. Et cela dit, ça reste vraiment avec des expériences précédentes. C'est-à-dire que... quand même, à force d'avoir fait 160 recettes aujourd'hui, on a acquis une compétence correcte, je dirais, sur le dosage des ingrédients. Même quand on ne les connaît pas, on arrive toujours à l'assimiler à un ingrédient qu'on a déjà utilisé par le passé et dont on avait à peu près une fourchette approximative de dosage. Et du coup, l'un dans l'autre, on arrive à faire le dosage. Et, on dose sur la fourchette basse, et puis si on a besoin de rajuster, on réajuste par la suite jusqu'à trouver le dosage qui nous correspond. Voilà. Alors, c'est quoi le challenge quand on fait une bière au saumon? Il y a des particularités que tu ne retrouves pas quand tu vas brasser je sais, une sour aux fruits ou une double IPA chargée en houblon. Les spécificités qui sont peut-être dues à l'ingrédient. Enfin, ça dépend. Bon, là, en l'occurrence, c'est de l'arôme de saumon qu'on a utilisé. Donc, mais c'est un arôme de saumon, donc c'est pas un arôme saumon. Donc, effectivement, il y a du saumon dans l'arôme. Enfin, voilà, c'est une sorte de concentré. Oui, si. Ouais, voilà, il y a quelque chose comme ça dans l'arôme de saumon. Donc, il y a un allergène dedans. Enfin, je veux dire, les personnes allergiques aux poissons sont déconseillées de boire cette bière. Et quand on travaille avec ça, effectivement, aujourd'hui, là, le défi, c'était vraiment de ne pas arriver sur le côté écœurant. Enfin, j'avais très très peur qu'on dépasse le seuil de soupe de poisson. Et là, je pense qu'on aurait raté la bière, quoi. Surtout qu'en plus, c'est une bière à l'aneth. Donc, il fallait pas non plus qu'on écrase trop notre aneth, parce que ça aurait été ridicule. Et sinon, et si on passait sur le côté écrasé aneth plus soupe de poisson, on aurait raté la chose, je pense. Ouais. Donc,
Et le défi là, c'était plus de trouver un équilibre qui était très subtil, qui se trouvait vraiment dans un dosage extrêmement précis. Voilà. C'était la principale difficulté, je dirais, de cette bière. Et dans le verre, ça se caractérise comment du coup ça, tu retrouves bien des saveurs de saumon? En plus, sur les dosages, c'est rigolo parce que quand on fait ça, on n'est pas toujours d'accord sur. Quand on est 2, 3, 4, on n'a pas les mêmes palais, on n'a pas les mêmes attentes. Et il faut aussi s'accorder sur est-ce qu'on rajoute du saumon, est-ce qu'il y en a trop. C'est pas si facile. Mais... Là, pour le coup, je pense qu'on arrive à quelque chose de. Bon, certes, qui peut être très spécial, mais. Moi, je dirais on reste à voir. Je vais pas dire que c'est parfait, mais on a le houblon qui est toujours là, on a le citron avec, je dirais que il faut pas oublier que la base c'est une sour IPA. C'est une sour IPA, tout à fait. C'est quand même le IPA dans le terme. Donc, tout à fait. Il y a du citron, il y a du houblon, il y a 2 houblons, il y a la nette. Bon, et là, je trouve qu'on sent un peu tout ça. Après, certes, le nez peut paraître étrange, mais une fois qu'on l'a passé, ça se caractérise plutôt bien. Tu peux la goûter peut-être pour nous dire en direct comme je disais à David par message, je suis pas un fan de poisson et je mange pas de poisson en temps normal, mais ça je suis curieux, il faut découvrir ça, je pense. J'ai de la chance, j'aime pas le poisson, je suis pas allergique, donc je peux me permettre de tester. On parlait du coup de la bière au schtroumpf, la bière au cassoulet, la bière au saumon. Derrière ces bières un peu, on va dire, loufoques qui font quand même beaucoup parler, il y a quand même pas mal d'autres recettes qui sont, on pourrait dire, plus traditionnelles, même si c'est pas forcément le cas. Il y a toujours une originalité, je trouve, dans ce que tu produis, dans les ingrédients choisis, dans la manière de les mettre en place. Je l'évoquais avant, tu fais des bières sauvages, tu fais des sours, des gauzeux, tu fais des bières barriquées, des gros imperial stout. Est-ce que le fait de faire des bières un peu étranges, comme on pourrait dire, de manière comme ça régulière, t'as pas peur, on va dire, de t'enfermer un peu dans un cliché, un stéréotype, une caricature de Iron, c'est la bière au cassoulet, que les gens ne te reconnaissent que pour ça? Enfin, toi, tu l'évoques un petit peu tout à l'heure, mais... Oui, si, mais c'est absolument ce que j'évoquais tout à l'heure, et ça peut me déranger un peu qu'on nous connaisse que pour ça, et qu'on se rappelle de nous que pour ça, et qu'on nous associe à ça tout le temps, parce que il y a tout un tas d'autres bières, notamment nos séries Barrel Aged, nos séries Wild, etc., qui sont des bières dont on est relativement fiers par ailleurs, parce que c'est des bières qui ont demandé beaucoup de travail et sur lesquelles, forcément ça n'est pas des références, mais il y a des références sur lesquelles je trouve qu'on a eu un aboutissement très correct et qui ont demandé une technique et un savoir qui est quand même beaucoup plus complexe et poussé que faire une bière au saumon et une bière au cassoulet. Effectivement, je préférerais qu'on soit plus connu et reconnu pour ces bières-là que pour avoir fait une bière au schtroumpf ou une bière au cassoulet ou une bière au saumon. Et là, c'est aujourd'hui deux choses. La première chose, c'est que ces bières avec des ingrédients farfelus, j'aime pas trop ce mot, mais originaux. Voilà. Ces bières aux ingrédients originaux nous font connaître et être connus, c'est jamais une mauvaise chose en l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi, nous, alors, c'est des défis, puis on s'amuse un peu à la brasserie à faire ça, et à chaque fois, on essaie quand même de sortir un truc plus que buvable. Enfin, le but, c'est pas de faire une bière débile. Non, exactement. C'est qu'il faut quand même que derrière, il y ait une idée de faire une bière qui ait un intérêt gustatif. Sinon, en fait, on fait pas. En fait, le premier principe, c'est d'avoir un intérêt organoleptique, je dirais, au mélange qu'on va sortir. Voilà. Après, comme tu le disais, en plus, quand tu fais une bière comme la bière au saumon, tu fais des plus petits volumes, tu prends moins de risques. Donc, j'imagine que ça, malgré tout, ça représente qu'une petite partie de tes ventes et de ton succès. Derrière, Iron, c'est aussi quand même... moi, en premier, on me parle d'Iron. Bon, certes, je pense bière au cassoulet, mais je pense aussi gauzeux betterave passion. Ouais, je pense que ça, c'est un gros succès aussi. Clairement, betterave passion, la savoir IP citron net aussi, bien sûr. Qui sont quelques-unes de nos références qu'on fait de manière assez régulière et qui, effectivement, sont des recettes qui
moi, très personnellement, je ne suis pas fier de beaucoup de recettes, mais là, ça fait partie, par exemple, de ces 2 recettes. Je finis par en être fier parce que je trouve qu'on est arrivé à trouver des belles et des très beaux équilibres sur ces bières-là. Et effectivement, Iron, c'est surtout ces bières-là. Enfin, je veux dire, ce qu'on brasse tous les jours, c'est ces bières, c'est pas le reste. Donc, 90% de notre prod, voire 95%, ne sont pas avec des... Enfin, bon, pas à ce point-là, mais ne sont pas avec des ingrédients très originaux. Voilà. Le gros du volume reste sur nos bières aux fruits, les Imperial Stout, quelques IPA aussi, parce que le marché est demandeur aussi. Parce que le marché est demandeur aussi. Quand tu dis que tu es difficilement fier de tes bières, c'est parce que tu es très exigeant sur ce que tu fais? Oui, je crois que oui. Oui, je crois que je suis encore plus exigeant sur ce qu'on fait à la brasserie que sur ce que je bois par ailleurs. Tu as un regard plus critique sur ta propre production. Très critique, ouais. Et d'ailleurs, je déteste boire ce qu'on fait à la brasserie. Je le bois jamais parce que si je rentre chez moi le soir et que je veux me détendre un peu, je veux boire une bière, je ne boirai jamais un truc qu'on fait à la brasserie parce que je passerai la soirée à essayer de chercher ce qui ne va pas dans la bière. Il ne faut pas ramener de travail à la maison. Non, exactement. Non, très mauvaise idée. Et du coup, en fait, je me gâche ma dégustation. C'est pas un bon moment. Enfin, je veux dire, quand on goûte les bières qu'on fait, moi, quand je bois ça, je sais plus. Je suis toujours en train de chercher ce qui va pas, le petit truc, et je trouve toujours. Enfin, bon, c'est à quelques exceptions près. Je trouve heureusement qu'il y a des bières que je trouve qu'on a très bien réussi. Mais c'est quoi la bière dont tu es le plus fier? Si on a une. Le plus, c'est compliqué, mais si, effectivement, il y a une bière qui a marqué l'année dernière, c'était une Wild de la framboise qu'on a sortie, qui était sûrement une des meilleures bières qu'on ait faites de la brasserie. Tu avais fait un duo Wild framboise et cassis. Oui, c'est ça, exactement. C'est la framboise qui t'a le plus marqué? Oui, vraiment. Enfin, vraiment pas. Je ne pas de loin, mais celle à la framboise. Je n'étais pas le seul à le penser, mais c'était vraiment une très belle réussite. Voilà. J'ai une Wild au frigo, je ne sais plus si c'est la cassis ou la framboise. Je crois que c'est la framboise, parce qu'il me semble que j'avais déjà vu la cassis. Non, je ne sais plus. Les cires étaient la même sur les deux ou pas? Ouais, bon, alors, parce que j'ai en mémoire la couleur de la cire, mais tu travailles aussi maintenant pas mal. Pas mal. On voit de plus en plus de travail dans de la barrique, notamment les wilds que tu évoquais, ça a fait de la barrique. T'as réussi à te monter un petit chai sympathique ou Petit, oui. Après, tout dépend des échelles. Enfin, pour certains, il sera gros, pour certains, il sera minuscule. Aujourd'hui, on a une 50aine de barriques et une foudre. Enfin, c'est plutôt une foudre qui fait 6100 litres. Donc, en tout, on arrive à 18 000 litres qui vieillissent en ce moment dans la brasserie. Donc, pour nous, c'est pas mal. Voilà, ça représente une bonne partie. C'est une belle capacité déjà. Hein. Et on va augmenter pas mal parce qu'on reçoit sûrement une vingtaine de nouvelles barriques à la fin du mois. Donc, on augmente encore. Voilà. Et on est porté à augmenter légèrement. Enfin, je veux dire, doucement. Enfin, c'est des processus lents parce que demain, je vais pas appeler ma banque pour me demander qu'ils me financent des nouvelles barriques. Donc, le financement des barriques vient par la trésorerie et vu qu'on n'a pas une trésorerie infinie. Donc, voilà. L'achat de nouvelles barriques vient en fonction aussi de l'état de l'état financier de la brasserie. Si on a 3 sous au moment qu'on a un peu stock, qu'on a un fermenteur de libre, on va se permettre peut-être d'acheter une quinzaine de nouvelles barriques et de faire un nouveau batch avec une nouvelle idée. Voilà. Mais déjà, au moins dans l'état actuel des choses, ça me permet quand même d'avoir un minimum de rotation, de faire des nouvelles refs. Voilà. Tu travailles plutôt quoi comme style en barrique? Qu'est-ce que tu aimes travailler? Qu'est-ce que tu voudrais travailler? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut s'attendre à voir prochainement? Oui, c'est une vraie question. Après, on a de garder des infos. On n'a pas que de styles en barrique quand même. On a tout un tas de sour, de white, d'Imperial Stout, de barley wine, saison brettée. Donc on fait quand même. On a plusieurs styles en barrique. Ce mois-ci, en juillet, là, si on a un peu de temps, il y en a deux refs à embouteiller en barrique. Bon, c'est vraiment des quantités très limitées, donc
Je suis désolé pour ceux qui T'as une barrique de chaque ref, c'est ça? J'ai une barrique sur une ref et 2 barriques sur l'autre. Alors, ouais. C'est des barriques de 200 et quelques litres? 225. Donc 225, en fait, il va y avoir 400 et quelques litres sur une barrique et 200 sur une autre sur une ref. Donc ça, c'est vraiment extrêmement limité. Voilà. Et il y en a une, je peux le dire, parce qu'en plus, il y a une histoire un peu farfelue derrière. C'est-à-dire que il y a un an, on a fait seulement 5 hectos il y a un an. C'était vraiment un essai. D'une sour c'était une Ballen Weiss avec de la pimprenelle, de l'estragon et de l'origan. Non, si, de l'origan, je pense. Et bon, je pense qu'on a un peu tombé l'estragon. Bon, ça donnait un truc vraiment écœurant, enfin, qui tirait vraiment sur un anis qui n'était pas du tout agréable, très très fort. Pour moi, c'était imbuvable, vraiment imbuvable. Et on avait reçu 2 nouvelles barriques là, qui sentaient très très bon, qui venaient de Gaillac, donc le domaine qu'on a juste à côté de la brasserie, tout juste vidé, du vin au fond, un nez magnifique. Bon, on a rempli ces 2 barriques. Sur le coup, je me suis dit, bon, je suis débile parce qu'on a gaspillé 2 barriques qui étaient super belles avec une bière qui était vraiment. qui vraiment valait pas le détour. Et puis en fait, on l'a laissé dormir dans un coin, ces 2 barriques, sans les goûter pendant un an. Et on les a regoûtées un an après, là, donc il y a quelques semaines. Et en fait, ça a vraiment, vraiment changé. Et dans le très bon sens. Et bon, il faut quand même aimer l'estragon, la pimprenelle. Je veux dire, voilà, on reste des ingrédients spéciaux, mais tous les ingrédients se sont tassés, ils se sont vraiment arrondis, la bière a vraiment pris pas de la douceur, si, voilà, il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est équilibré dans tout ça, et d'une manière très très belle, et la bière n'a plus rien à voir, et je trouve qu'elle est vraiment beaucoup mieux en tout cas. Et donc on va l'embouteiller, voilà. Donc après un an à dormir dans un coin de la brasserie, à être oublié. Parfois, ça vaut le coup de gaspiller des belles barriques pour. Du coup, c'est pas si gaspillé que ça finalement. Non, du coup, c'est pas gaspillé. Tant mieux. Okay. Bon, bah ça peut être. Ouais. Bon, en tout cas, sur le papier, ça a l'air sympa. Il faut aimer les herbes aromatiques. Il faut aimer les herbes aromatiques. Ça a l'air cool. C'est ce qu'on appelle le mélange fines herbes. On était parti sur le mélange fines herbes. Voilà, il faut aimer un peu le mélange fines herbes, mais très sincèrement, plutôt content. En plus, elle s'est dorée la bière avec le vieillissement, l'oxydation, le vin et tout. Tout est pas mal. La couleur est jolie. Enfin, pour le moment, on est assez content. On verra comment elle sort en bouteille. Mais tu vas sortir ça encore en bouteille de 33 Oui, je crois. Sur il n'y a pas un gros volume. Non, on va pas commencer à faire plusieurs formats. Sinon, ça va être compliqué. Bouteille 33. Ouais. Il va y avoir 600 bouteilles. Non, là, c'est à 400 litres, donc il va y avoir 1200 bouteilles ou 1500. Bon, c'est anecdotique. Vraiment. Ouais, ça reste très petit. Ouais. Là, tu es vraiment très petit. Ouais, je sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte forcément de ce que ça représente en volume, mais parce que 1200 bouteilles, quand t'es pas averti, ça peut paraître gros, mais en fait, non, c'est très, très, très peu. C'est ridicule. Même, on va avoir presque des soucis pour la distribuer, cette bière, parce qu'on peut pas la proposer sur un distributeur parce que en fait il n'a pas assez pour tout le monde, donc en fait comment on fait, ça pose de vraies questions, savoir comment on fait, à qui on l'amène sans froisser les autres parce que tout le monde faire de la politique un peu. Ouais, c'est un peu ça, donc c'est un peu des volumes bâtards pour nous, mais en même temps c'est le genre de bières qui sont toujours intéressantes à travailler, quoi. Il y a une demande d'un public sur ce type de bière, et ça fait partie un peu aussi, je pense, de l'ADN de la brasserie, de produire des bières comme ça. Clairement, mais on aurait eu ne serait-ce que 4 ou 6 barriques, déjà on était sur un volume un peu moins bâtard, c'est-à-dire qu'on aurait pu commencer à le proposer à un distributeur en quantité réduite. On leur a dit, voilà, vous avez le droit qu'à 10 cartons ou 12 cartons chacun. Déjà ça commence à passer là, sur 50 cartons. Voilà. On va se débrouiller. On va la vendre. Je me servais une petite bière, là, je fais une petite pause. Si tu veux ouvrir la tienne, n'hésite pas aussi. Ah oui. Alors moi, j'avais pas d'Iron au frais. Alors si, j'avais la Wild qu'on parlait tout à l'heure, mais je suis pas parti là-dessus pour le coup. Hop. Un petit fond, s'il te plaît. Merci. J'adore l'anis et la réglisse, alors. Ah oui, on va mal dormir. Ouais. Non, je plaisante. Donc là, tous les deux, vous êtes sur une Berliner Weiss de chez Brouski, qui est donc framboise, vanille, réglisse. C'est exactement ça, oui. Framboise, vanille, réglisse. Et ça sent très bon. Ça sent la réglisse. Ça sent la réglisse, ça sent la vanille. Et moi, je suis parti sur une
Lemon Iced Tea IPA d'une brasserie hongkongaise qui s'appelle Good Beer Project, que je connaissais pas du tout, mais c'est un pote qui vit à Hong Kong qui m'a ramené ça et je teste. Très bien. Oui, c'est ça. La nôtre, c'est très bon. La réglisse, je la trouve un peu en retrait. Un peu légère. On est très vanille et framboise. La réglisse, si on le sait, on la devine. Si on le sait pas, on galère un peu. La photo et c'est une glace, l'étiquette, on a une boule de glace. Et en fait, au nez, on retrouve un peu ce côté sorbet, je trouve déjà. Avec la vanille, t'as peut-être un peu gourmand. Ouais. Tout à fait. Exactement. Non, c'est très bon. On est. Même, je viens de goûter. C'est très bon quand même en bouche. Brouski, bon, jamais trop déçu, je trouve. Enfin, c'est plutôt carré en général. Ouais, c'est plutôt carré. Ouais, moi, c'est pas mal aussi. C'est le côté Iced Tea, on n'a pas le côté Iced Tea Lipton. Hein, c'est vraiment, c'est le thé chinois, quoi. C'est le Iced Tea, vraiment le bon thé infusé, refroidi. Donc, il y a un côté un peu sec, astringent. C'est cool, ça se mélange bien avec le houblon. Le thé, c'est assez difficile de travailler sans astringence dans la bière fraîche. Oui, bien sûr. Il y a des techniques pour essayer de le diminuer, mais de l'enlever, c'est compliqué. Ouais. Enlever le tanin du thé. Ouais. Et peut-être essayer d'équilibrer ça un petit peu avec des choses plus rondes, je sais pas, bosser avec du lactose, des trucs dans ce genre-là. Enfin, faut aimer après. Hein, mais... il y a des techniques, et puis il y a des techniques aussi pour pas trop l'extraire. Bon. Ok. Pour en revenir aux barriques qu'on évoquait avant, comment tu fais pour choisir tes barriques, toi? Tu parlais donc de barriques que tu as récupérées dans un vignoble voisin. Tu travailles comme ça pas mal par... Principalement. Par contact avec... en ayant Gaillac à demi-heure, c'est vrai que c'est très pratique. Et Gaillac est quand même un domaine hétérogène au niveau de la qualité, mais hétérogène veut aussi dire qu'il y a du très bon. Et c'est surtout un domaine très vaste et dans lequel on peut trouver très sincèrement un nombre de barriques quasi illimité. Enfin, c'est pas du tout le nombre qui nous limite. Et on trouve toujours quand on cherche, on trouve toujours la qualité. C'est vraiment pas le souci. Donc vraiment principalement nos barriques viennent de Gaillac, qui est la ville. C'est des gens avec qui tu es habitué à travailler, et qui tu fais confiance, ou tu vas toi-même sélectionner tes barriques? Ça dépend, mais la plupart du temps, c'est des gens avec qui on est habitué et qui ont fait confiance. Très sincèrement, la personne avec qui on travaille le plus, il ne nous a jamais pas planté, jamais déçu. Jamais déçu. Dès qu'il nous a ramené des barriques, à chaque fois, quand il m'appelle et qu'il me dit j'ai 5 barriques qui sont magnifiques, en général, il se trompe pas. Donc, principalement, je dirais qu'en ce moment, 8 barriques sur 10, ça vient de là-bas. Et après, de temps en temps, on va faire rentrer des barriques de Porto. Pour travailler sur des barriques d'autres styles, d'autres alcools. C'est ça, Car, en fait, comme la plupart des brasseurs, on reçoit les lecteurs des tonnelleries françaises. De temps en temps, on se fait teaser par... on se fait teaser par là des trucs. Là, en l'occurrence, j'étais en contact avec une tonnellerie portugaise pour des barriques de Madère. Ça me parlait bien aussi. Comme tu dis, il y a aussi un tonnelier qui nous appelle pour nous proposer quelque chose. Il a des barriques fraîchement vidées, il sait avec quoi on travaille. Et il nous les apporte, quoi. Il nous dit ça va te plaire. Il y a une question de contact, d'expérience. Il commence à connaître les produits, alors que c'était pas du tout son truc quand même il y a quelques temps. Et maintenant il voit ce qu'on peut faire avec certaines barriques. Et il se ramène avec ses barriques dans la voiture, dans le fourgon. Il fait sentir, ça nous plaît, il décharge. Ça nous plaît pas, il rembarque, quoi. Ok. Dans la manière dont on l'a un peu évoqué avant quand même, mais dans la manière dont vous travaillez du coup tous les deux à la brasserie, c'est quoi le process pour développer une recette, comment on en arrive à se dire je vais mettre de l'aneth dans ma bière, j'ai envie de faire je sais pas, là t'as sorti récemment par exemple une impériale gauze, une double gauze ananas, t'as fait la gauze Mirabelle, c'est pourquoi tu choisis de travailler ces fruits-là, pourquoi de ce style-là, c'est quoi le processus créatif, on va dire? Oui, c'est la vraie question. C'est toujours un peu compliqué d'expliquer ce qui se passe dans ma tête. Mais clairement, le processus s'inspire fortement de la cuisine, de la pâtisserie, de manière générale. Quand je suis chez moi, que je fais cuire du poisson, même si t'aimes pas le poisson, je suis désolé. Je mets souvent du citron et de l'aneth. Ça crée là, c'est saveur épice, citron, aneth. On est parti de là.
betterave et passion, c'est venu d'une recette sur laquelle il y avait un jus qui était fait à partir de betterave et de passion. Enfin, je veux dire, voilà, je travaillais sur une recette, enfin, j'avais une recette comme ça de cuisine et il associait betterave et passion, et donc j'ai fait ça à la cuisine et puis j'ai trouvé ça très bon en termes cuisiniers, donc je me suis dit qu'on pouvait le reporter sur la bière. Donc voilà, très souvent ça vient quand même de la bière, de la pâtisserie aussi. Oui, c'est vraiment un aspect très gastronomique en fait dans ton approche. Ouais, t'aimes bien cuisiner? Assez, ouais. Donc ça aide à essayer d'avoir ces approches là. Bon, après, ça aide surtout à savoir qu'est-ce qui peut matcher ensemble aussi. Bon, après, voilà, c'est pas des secrets. J'ai aussi des livres de match. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui te disent, qui sont écrits par des auteurs qui ont fait matcher des ingrédients ensemble et qui te disent, voilà, que cet ingrédient, il marche très bien avec cet ingrédient dans ces conditions-là, et cela, il marche très bien avec ces conditions-là. Donc ça, voilà, je m'inspire aussi de ça, je m'inspire de la cuisine, je m'inspire de ce que je mange quand je vais au restaurant. Voilà, on avait fait une pâte de basilic, cacao basilic, et en fait c'est juste que 2 semaines avant je suis allé au restaurant et j'ai mangé un fondant avec du basilic dans le cœur, et je trouve ça génial de mettre du basilic dans le cœur du fondant au chocolat, et voilà. Du coup je me suis dit, putain, faut qu'on fasse une pâte de basilic. Ouais, ça se passe très souvent, ça se passe comme ça. Ouais. Okay. Il y a des choses qui te trottent dans la tête là, que tu aimerais faire prochainement, des petites des recettes que tu aimerais appliquer en version liquide? C'est des vraies questions. Ben là, il y en a 2 qui vont qu'on n'a pas du tout brassé. On a juste fait les étiquettes et on va les brasser à la fin du mois là. Ben, je peux faire une chose, c'est pas une surprise. Je peux dévoiler. Surtout qu'en plus là c'est un peu ambitieux parce que je pense qu'on compte le tenter en 30 hectos directement, donc alors que c'est une recette qu'on n'a jamais fait, c'est des ingrédients qu'on n'a pas forcément travaillé. Il y en a une, c'est une gauze verveine framboise. Ok. Et l'autre c'est une espèce de wheat ale, donc c'est une blanche on va dire grosso modo, c'est-à-dire une bière de blé, thym, citron. Ok. Citron vert ou citron jaune, je sais pas encore. Enfin, bon, on va voir comment on va travailler ça. Voilà, bon, bière d'été, vraiment surtout sur la thym citron là, vraiment une bière estivale. Bière rafraîchissante. Voilà, c'est le but de faire une bière très légèrement acide, mais voilà, pas plus que ça. À peine de quoi passer dans la catégorie sour et voilà, et avoir un côté très provençal. Voilà. On va essayer. Tout à l'heure, on parlait de ton avis critique sur ce que tu produis. De manière générale, l'avis du public est quand même très bon. Le consommateur final, je veux dire, Iron, t'es, je pense, maintenant reconnu comme parmi les brasseries les plus appréciées des bières geeks. Bon, après, le grand public, je sais pas si on a vraiment un moyen de jauger, mais les bières geeks, c'est sûr que si tu regardes un peu les retours sur les groupes Facebook ou tout simplement Untappd, on voit que tu fais partie des brasseries françaises qui sont très appréciées. Toi, tu vois ça comment, de manière générale, on va dire l'univers beer geek et l'utilisation d'Untappd? C'est quelque chose qui, déjà qui te parle pas, qui t'impacte dans ta manière de produire? C'est quelque chose que tu suis? Ouais, dure question. C'est une question que j'aime bien poser aux gens, parce que je vois qu'il y a plein de... les avis divergent un peu, mais il y a quand même souvent un son de cloche qui est assez similaire. Et c'est vrai que ça m'intéresse bien de savoir comment les brasseurs prennent en compte ce genre d'outil, si on peut appeler ça un outil. Comment tu écoutes les retours de la communauté qui consomme tes bières? Est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte dans ta manière de produire? Ouais, bien sûr. Alors, vraie question. Alors forcément, oui, moi je suis et je regarde Untappd tous les jours. Alors pas plus que ça. Je vais le dire sincèrement, et là je regarde la moyenne et je regarde pas toutes les notes parce que sinon ça fait... Surtout que souvent je regarde le matin en arrivant au travail et si je commence à avoir des 0,5 ça va me déprimer, donc je préfère pas regarder les notes. Je regarde la moyenne, si on a monté, si on est descendu, si on a pris beaucoup de notes ou pas. J'essaie pas d'y passer plus de 30 secondes et j'arrête, mais du coup oui, je regarde Untappd.
Je regarde brièvement aussi, ça m'est passé plus de temps que ça, des groupes comme Nurchi de bière ou Unanimous, des groupes sur lesquels on est, savoir s'il y a ce que les gens ont pu penser. Là, ça, je regarde à la limite un peu plus parce que, en l'occurrence, les gens ont fait souvent plus de posts, il y a des commentaires. La vie est un peu plus construite en général. C'est vrai qu'Untappd, même si on peut mettre du texte, rares sont les gens qui développent leurs propos. Ouais, et c'est souvent assez court et parfois ça peut être assez frustrant. Donc, je regarde pas trop. Bon, après, ça impacte d'une manière légère. C'est-à-dire qu'on se fie très très peu à Untappd pour savoir ce qu'on va brasser. Oui, sinon tu ferais de la double NIPA. Exactement. Voilà. Il y en a qui le font très bien. CF top 3 Untappd. Voilà, donc non, effectivement, on s'en suit pas plus que ça. Par contre, de temps en temps, on regarde les notes qu'on prend. Là, typiquement, on a eu une réflexion il n'y a pas longtemps à la brasserie. On a brassé une Berliner Weiss pour une fois sans ajout. Je veux dire, chose qui se fait d'ailleurs très 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 peu. Très peu. Et là, c'est une bière très dont on est assez fier quand même, parce que c'est une bière très rafraîchissante, bonne carbo, légère acidité. Vraiment, c'est une bière qui se boit toute seule et moi, je trouve qu'elle a aucun défaut, qu'elle n'a pas de défaut majeur, en tout cas de fermentation ni de quoi que ce soit. Donc, elle est plutôt réussie dans son ensemble. Et sur Untappd, par contre, elle se fait défoncer, je m'entends, mais elle est en dessous de notre moyenne. Donc, forcément, elle n'est pas. Et je dirais pas que ça me rend un peu triste, mais ça m'embête un peu que ce genre de bière. C'est-à-dire qu'en fait, ces bières-là ne sont pas jugées par rapport à leur style, elles sont jugées par rapport à la NIPA qu'on a bu avant. Par rapport c'est les styles à la mode les gens notent ce qu'ils ont aimé et ils aiment malheureusement, mais ils aiment beaucoup les doubles NIPA en ce moment. En ce moment, quand les gens achètent une Iron, ils s'attendent à ce qu'il y ait un truc qui tabasse ou qui soit marqué, etc. Alors que cette Berliner Weiss, c'était pas du tout le cas. C'était au contraire, ce style-là, c'est un style qui se veut facile à boire, c'est un style qui se veut frais, facile. Voilà, donc je pense que effectivement, les gens ne sont pas vraiment attendus à ce qu'on fasse ça, et du coup, on subit un peu. Alors, à la limite, je m'en fous qu'on prenne une mauvaise note Untappd, c'est pas de souci. Mais ça m'embête qu'elle ne soit pas jugée à sa juste valeur, oui et non. Qu'elle n'ait pas des meilleurs retours que ça, cette bière-là. Et du coup, effectivement, en l'occurrence, ce genre de constat, ça peut légèrement aiguiller les futures recettes. C'est-à-dire que si on tenait qu'à moi et qu'à nous, je pense, cette bière-là, on aurait pu la refaire en 30 hectos, parce qu'on avait fait 15, là, on aurait pu la refaire en 30 hectos assez rapidement. Et quand on voit qu'en fait, l'engouement n'est pas celui-là que j'aurais aimé, peut-être que je vais me dire, on va attendre 2-3 mois avant de la refaire, parce que c'est pas parti aussi bien que ce qu'on voulait, et que l'engouement n'a pas été celui-là qu'on voulait, ou alors est-ce qu'on leur fait pareil ou pas. Du coup, effectivement, ça peut faire réfléchir. Ouais. Bon. On va pas vraiment faire les recettes pour Untappd, mais les retours peuvent nous faire réfléchir sur ce qui se passe et sur le marché, ce que le marché attend de nous aussi. Et voilà. Oui, alors que pour le coup, pour revenir sur cette Berliner Weiss classique, ça reste pour toi une bière qui, sur le papier, en tout cas moi, me semble être la bière idéale pour l'été qui arrive, les fortes chaleurs. Enfin, après, ça. Oui, pour moi aussi. Oui. Mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus, mais c'est vrai que on revient souvent à ce que je dis à chaque fois que j'évoque ce sujet, c'est que Untappd, si tu veux vraiment juger la valeur d'une bière, il faut pondérer avec plein de facteurs, quoi. Il faut pondérer avec. Pour moi, la bière, elle est jugée sur son style. C'est-à-dire que clairement, va choper une note au-dessus de 3,70, 3,80, 4 pour une saison, une lager ou quoi que ce soit. C'est quasiment infaisable. Et après, tu as des brasseries qui vont avoir des notes plus tolérantes, même sur des styles un peu communs. Tu as des pays qui vont noter mieux que d'autres. Donc il y a pas mal de facteurs qu'il faudrait prendre en compte pour pondérer. Bien sûr, ouais, absolument, c'est très compliqué. Et après, au final, toi, tu vois qu'une note affichée qui est la note bien sûr. qui en fait la note affichée qui est pas forcément celle qu'il faudrait pas forcément prendre en compte telle quelle, mais ouais. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'on le prend vraiment avec des pincettes. Les classements,
On le regarde, pas plus que on le regarde, mais pas plus que fait. Je veux dire, ça ne nous impacte pas plus que ça nos journées. Et, voilà, on le prend vraiment avec des pincettes parce que voilà, on sait qu'on ne fait pas double NEIPA sur double NEIPA et que on fait des bières à la betterave et que malgré la fierté qu'on a sur notre betterave passion qu'on trouve plutôt réussie, mais on aura toujours quelqu'un, c'est assez récurrent, et là c'est Gisa, qui la boit sans aimer la betterave et qui va nous balancer un 0,5 cool, mais j'aime pas la betterave. Bon, bah tant pis, mais. Cette bière-là. Ou alors cool, mais j'aime pas les sours. Voilà, mais ok, j'aime pas la bière acide, mais tant mieux, 0,5 c'est cool, mais. Voilà, on sait très bien qu'on est sur un marché qui va nous pousser, qui est un peu dangereux parce qu'on va se faire, de temps en temps, on va prendre des sales notes parce que c'est acide, parce que la betterave c'est terreux, parce que. Voilà, parce que typiquement la finesse d'herbe qu'on va sortir là, même si nous on est très contents, je m'attends à tout. Sur un thé, je m'attends vraiment à tout. Voilà, c'est pas grave. Enfin, ça va pas nous empêcher de la sortir. Enfin, voilà. Bien sûr. Je sais qu'il y a des collègues qui leur pas sorti. Mais nous, ça va pas du tout nous empêcher de la sortir, quoi. Au contraire, même. Je pense. Est-ce que, pour la suite, est-ce que tu fais régulièrement des collabs? Parce que les collabs, ça se fait quand même, en général, dans la bière, c'est quand même beaucoup par affinité. Donc affinité entre les brasseries qui s'apprécient. Donc ça, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, on a aussi une affinité sur peut-être des recettes, des créations. Est-ce que tu arrives à trouver des alter ego? Oui, c'est une vraie question. C'est pas une question que je me suis posée, dans le sens où si on faisait pas de collab ces derniers temps, c'était plutôt parce que pour faire venir quelqu'un à la brasserie, j'attendais entre guillemets d'avoir un très beau matos. C'est-à-dire que j'étais toujours embêté que le matos soit pas à la pointe de ce que je veux. Que si on invite quelqu'un, malgré tout, faire de la bière, c'est aussi avoir du matériel qui va avec, parce que le matériel joue énormément sur la qualité de la bière finie, et je voulais pas inviter des belles brasseries et pour au final brasser sur du matériel qui n'était pas si bien que ça, et du coup être tributaire de matériel qui aurait pu faire, pas foirer, mais endommager la bière. Bon, là en l'occurrence on commence à s'équiper avec du bien matériel, donc depuis pas si longtemps que ça, je serais plus apte à faire venir des belles brasseries. Donc la deuxième question que tu m'as posée, c'était une question que je ne me suis pas posée, parce que cette première chose me limitait sur le fait d'inviter des gens jusqu'à présent. Bon, là en l'occurrence, déjà le fait d'avoir notre propre encanetteuse, voilà, typiquement c'est les choses que j'attendais d'avoir pour pouvoir inviter des gens à la brasserie. Après, sur Alter Ego, je veux dire, non, ça c'est pas le souci, parce qu'il y a tout un tas de brasseries en France et ailleurs qu'en France que je respecte énormément, et je veux dire, on reste modeste. Il y a tout un tas de gens qui ont des très bonnes compétences et avec qui j'aimerais beaucoup travailler d'ailleurs. Ouais. Avec qui t'adorais, je sais pas, t'as des noms comme ça qui te font en France, en France ou même à l'international, quoi, des gens avec qui tu aimerais faire une collab, avec qui tu te sens d'avoir des connexions particulières, des intérêts communs, typiquement en France, au Pirode, si vous m'entendez, moi ça me plaît. Typiquement au Pirode, c'est une brasserie que je respecte beaucoup en France, parce que on a un travail du fruit, je trouve, qui est assez similaire, qu'on travaille un peu dans le même sens. Et ils ont souvent une volonté de faire une association de fruits avec toujours un petit twist en plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et sur notamment toute la gamme qu'ils ont de pastry gozeux, exactement, qui est très chouette. Qui est très bien, c'est toujours très bien fait. Le picabou à la poire, déjà poire qui est pas un fruit très très travaillé dans la bière. Très dur à faire. Avec la poire. Le tonka en plus qui apporte un truc vraiment. Pour moi, c'est une grosse claque cette bière-là. Ouais. Mais voilà, typiquement, je trouve qu'au Pirode, c'est une belle brasserie. Moi, j'aimerais vraiment travailler un jour, à l'occasion, avec eux. C'est une brasserie que je respecte beaucoup. Jamais déçu de ce que je bois de chez eux. Et à l'international ça se tombe bien, parce qu'à l'international, on fait une belle collab à la fin du mois avec une brasserie dont je ne peux pas dévoiler le nom. Ça tease. Ouais. Je suis désolé, mais... Tu en dis soit trop, soit pas assez. L'un ou l'autre, mais je m'arrête là. Et c'est vraiment sans dévoiler le nom, c'est vraiment une collab que tu
tu aurais rêvé de faire si on t'en avait parlé plus tôt Ouais, j'y croyais, j'aurais même pas cru. Ouais. Okay. J'aurais même pas cru. C'est sûrement la plus belle collab qu'on a jamais fait, c'est sûr, et qu'on ne fera jamais pendant les prochaines années même. Ok. Voilà, c'est une très belle collab. On laissera la surprise quand tu feras l'annonce. C'est ça. Et on espère surtout qu'il y aura un retour aussi. Ouais, il y aura un retour chez eux. Ah bah oui, bien. Ouais. Ça serait top. Donc ça serait ta plus belle, ça va être ta plus belle collab, celle que tu aurais rêvé de faire et que tu vas faire d'ailleurs et que tu penses pas forcément refaire de sitôt. Ouais, ça fait ma plus belle, je ne sais pas, parce que la plus improbable en tout cas et la plus reconnaissante d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que on va faire voilà, c'est une brasserie américaine en l'occurrence, extrêmement reconnue dans le monde entier, donc effectivement, c'est une reconnaissance pour nous de travailler avec ce genre de brasserie. Ça ne veut pas dire qu'on passera un meilleur moment que quand on fait une collab avec des Français, mais là, en l'occurrence, il y a une vraie reconnaissance qui est très agréable. Je comprends. Qui est très plaisante. Est-ce que... parce que forcément... Alors, dans le podcast, c'est un peu un running gag et je peux pas passer un épisode sans l'évoquer. Ça fait quoi de faire une collab avec Amanite? À chaque fois tu dis ça, c'est ton running gag? Le running gag, c'est que je pense que si tu écoutes tous les épisodes du podcast, je pense qu'il n'y en a pas un où on n'évoque pas au moins une fois Simon. C'était écoute, franchement c'était un très bon moment. En fait, on ne se connaissait pas avec Simon avant de bosser ensemble, quoi, de faire cette collaboration sur l'astéroïde ensemble, et très sincèrement on a passé un très bon moment à la brasserie, puis après on a passé la soirée à la bibliothèque. C'est une belle personne, c'était une expérience, c'est assez risqué ce qu'on a fait, assez risqué, c'était assez aléatoire, on n'était pas du tout sûr du résultat qu'on allait avoir, et au final le résultat était plutôt très correct, donc c'était plutôt dans le bon sens. Pour rappel, la collab, c'était un blend entre sa cuvée Cassis et toi de ton côté, c'était l'Imperial Stout Basilic Big 10. Ouais, c'est ça, Basilic Cacao, c'est ça. Ok. Donc c'était un tout petit volume. Ouais, et surtout c'est un petit volume qui est sorti en Magnum, donc ça faisait pas beaucoup de bouteilles. Non, très peu de bouteilles, c'était vraiment anecdotique, mais c'était plus à la limite pour l'expérience. Notre expérience qu'on a eue ensemble. Je me répète, mais on a passé un très bon moment avec Simon, en l'occurrence, quelqu'un de passionné et passionnant. Toujours pour rebondir sur l'ami Simon, dans un des épisodes du podcast, je lui avais fait goûter une bière, un homebrew, sachant que je suis absolument pas brasseur. J'ai fait ça sur un petit kit, je sais pas si tu vois les kits B-Maker, c'est des petits kits pour faire des trucs 3 litres dans ta cuisine. Je faisais ça dans mon appartement à Paris où j'avais pas du tout la place. Du coup, il y avait une recette de porter. Et j'ai trouvé ça chiant de faire juste un porter. Du coup, je lui ai fait goûter ma création qui était un porter piment d'Espelette, confiture de cerise noire au soirati. Est-ce que ça, c'est assez fou pour Iron comme recette? Ouais, clairement, surtout que en fait, je pense que c'était plus ou moins au programme déjà à la brasserie, pas tout à fait le style, mais cerise piment d'Espelette, on comptait le travail. C'est clairement. Tu veux pas rajouter le fromage dedans? J'hésite. Mais je peux te donner mes techniques de dry cheesing. Ah ok, dry cheesing, super. Mais non, typiquement, c'est des recettes à laquelle j'ai déjà pensé en fait. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est culinaire. Je veux dire, voilà, c'est un accord typique du Pays Basque. Et en l'occurrence, ça vient aussi de mes vadrouilles. Je suis allé au Pays Basque il y a 1 an. On a mangé ça, pas tous les repas, j'exagère, mais on a mangé pas mal. Pas loin. Là-bas, difficile de passer à côté. Difficile de passer à côté. Et du coup, je suis revenu avec l'idée en tête. Voilà, ça se passe souvent comme ça. Mais si, du coup... totalement programmé. Alors, ce sera peut-être pas sur un porteur, mais parce que le côté torréfié du porteur, mais sur une saveur. Sur une saveur. Moi, je passe sur une saveur parce que la cerise, c'est un peu acide et du coup, ça partira mieux sur une saveur que sur un porteur. Un porteur acide, déjà, ça me ferait peur. Un peu plus compliqué à travailler. Mais sur une saveur cerise, piment d'Espelette, j'y vais sans les yeux fermés. Ouais. Puis ça sera la bière d'août, voilà. Du coup, c'est annoncé. Moi, si jamais tu veux faire une version avec du fromage, je suis dispo pour la collab. On verra ça.
Ok. Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais en tête. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous aimeriez aborder dans l'épisode, des choses que j'aurais ratées, des points clés d'Iron. Ouais, c'est pas simple, on enregistre très tard. Ouais. Les idées sont pas forcément très claires. C'est un peu tard, ouais. Non, je voudrais. Je pourrais préciser que là, au niveau de la brasserie, alors je ne sais pas qu'on est en train de prendre un tournant, c'est pas tout à fait ça, mais on aimerait développer de plus en plus cette gamme Barrel Age ou Fodder Age ou Wild, etc. Donc, d'où l'intérêt de. Enfin, on est en train de s'équiper pour développer cette gamme-là. On a envie de passer sur de la 75 là-dessus, de rentrer sur un marché un peu plus quali, comme si on avait fait un début d'année sur nos gammes Wild, sur nos gammes Yes Barrel Edge. Parce que c'est un marché, moi c'est vraiment un marché qui me fait un peu rêver, parce que malgré tout c'est le marché par lequel on entre sur plus d'export aussi, plus de reconnaissance internationale, plus de reconnaissance chez les amateurs de bière. Enfin, voilà. Bon, ça n'empêchera pas que j'ai toujours adoré, j'aimerais toujours faire de la bière plus populaire, moins chère, plus facile, qui s'adresse à tout le monde, et même moi personnellement, c'est-à-dire aux gens qui veulent aussi parfois boire une bière le soir tranquille, sans trop se prendre la tête, et moi le premier, comme à Berliner Weiss par exemple. Cette Berliner Weiss qui n'est pas jugée à sa juste valeur, la pauvre. Ouais. Mais en ce moment, moi, j'avoue que ce que j'ai en tête, c'est de développer cette gamme-là, enfin, sortir plus de références, plus qualitatif, un peu plus de volume aussi, parce qu'à chaque fois qu'on en a sorti, on s'est fait défoncer sur les volumes. Et, bon, c'était compliqué, tout le monde n'en a pas eu, parce qu'on a des quantités trop légères. Mais voilà, l'idée, ça serait d'avoir un peu plus de volume pour tout le monde. On va essayer de développer un peu plus cette gamme-là à partir de l'automne, je pense. Parce que il y a des projets d'agrandissement de la brasserie, ou là, tu as encore un peu de place pour mettre plus de fermenteurs? Non, il faut agrandir un peu. Ouais. Non, on est un peu à l'étroit. Hein. On est obligé d'entasser sur plusieurs. Heureusement qu'on a de la hauteur sous plafond, donc ça me permet d'aller haut sous hauteur, mais on a jusqu'à 5 mètres sur un endroit et 7 mètres sur l'autre, donc heureusement on peut aller un peu haut, mais non, dans l'absolu on n'a que 375 mètres carrés, donc on est obligé d'aller. Il faut le voir pour le croire, je m'entends, mais tout est très monté en hauteur, il n'y a pas un espace où. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop de lieu d'accueil ni rien sur la brasserie, pas de magasin ni quoi que ce soit, parce qu'en fait on n'a pas la place. Enfin, je veux dire, le moindre espace est pris par des palettes et des machines, et des fermenteurs, des cuves, des embouteilleuses, tanks de garde et tout. Donc on est un peu à l'étroit. Ouais. Je pense qu'on a fait on est dans la moyenne, hein. 1 heure d'épisode, là c'est pas mal. Okay. Je pense qu'on a bien parlé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici chez moi pour enregistrer cet épisode. C'était un plaisir de t'accueillir, de vous accueillir. Ouais, merci à toi, Alexandre. Et au plaisir de se recroiser et de boire une bonne bière. Carrément, merci beaucoup. Et du coup, pour tous nos auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas, si l'épisode du podcast vous plaît, à vous abonner sur les plateformes de podcast et à laisser une petite note qui va nous soutenir. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Merci David, merci Anis. Ciao. Salut.